Donc comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, nous ne sommes pas en démocratie, au sens strict du terme, au sens où nous n'avons pas le pouvoir, pour la bonne et simple raison que le vote n'a aucun pouvoir. La plupart des gens qui ont voté François Hollande ont voté pour un gouvernement où il n'y aurait pas de cumul des mandats, et on voit bien que la moitié des ministres sont cumulables. Ils ont également voté pour quelqu'un qui allait s'opposer à la finance et à l'évasion fiscale. Or, il y a encore quelques semaines, le gouvernement s'est opposé à une loi contre l'évasion fiscale qui allait nous permettre de récupérer 40 à 50 milliards d'euros. On peut aussi parler du pacte de stabilité, mais de toute façon, on voit bien qu'à chaque fois, on vote pour un programme qui n'est pas appliqué. Donc à ce moment-là, quel est le pouvoir de mon vote? Il n'y en a strictement aucun. Donc le peuple n'a aucun pouvoir. Quelles sont les solutions? Alors, les solutions, c'est qu'il faut se débarrasser du gouvernement pour pouvoir instaurer enfin une vraie démocratie. Donc, c'est-à-dire se débarrasser du président, ministre, député, etc. Et se servir du tirage au sort pour tirer au sort une assemblée du peuple. Cette assemblée, on la composerait de 800, 1000, 1200 personnes, ça c'est à nous de déterminer. Et ensuite, c'est cette assemblée qui administrera le pays, qui votera les lois. Dans cette assemblée, on mettrait des personnes majeures, bien sûr, mais surtout qui n'auraient pas de casier judiciaire. Contrairement au gouvernement et aux assemblées qu'on a eu depuis des décennies, depuis toujours. Et ça ferait un sacré changement. Ensuite, donc, du coup, cette assemblée, elle tire au sort, elle serait réellement représentative du peuple. Et il faut préciser que les personnes à l'intérieur auraient donc des mandats courts, non renouvelables et qui seraient révocables à tout moment. Du coup, rien à en craindre et il n'y aurait pas de carriérisme. Alors pourquoi tirer au sort? C'est un concept qui peut paraître un peu farfelu lorsqu'on l'a jamais évoqué. Eh bien pour éviter la corruption. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien être conscient qu'aucun responsable politique ne peut arriver à un poste de haute responsabilité sans être corrompu. Pourquoi? Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, l'évasion fiscale des multinationales, d'après le ministère de l'économie, s'élève à 70 à 80 milliards d'euros par an. Il se trouve que c'est le montant du déficit. Donc si on faisait appliquer la loi, il y aurait juste plus de déficit. Le fait qu'on ne fasse pas appliquer la loi, ça nous oblige, pour payer le déficit, à augmenter les impôts, les taxes, la TVA, baisser les prestations sociales, rembourser de moins en moins de médicaments, baisser les pensions retraite, etc. Là où je veux en venir, c'est que, du coup, nos représentants préfèrent créer de la misère plutôt que d'aller chercher l'argent là où il est. À partir de ce moment-là, nos représentants sont responsables de la misère. Donc on voit bien que l'élite politique étant par définition corrompue, il est impossible, si vous voulez, que des gens honnêtes, probes ou épris d'intérêt général puissent progresser dans les partis politiques ou dans les gouvernements. Tout simplement parce que ces gens-là viendraient immédiatement dénoncer le système. Donc on ne laisse monter que des gens qui acceptent la corruption. Et il s'opère donc une sélection par les corrompus. Avec le tirage au sort, tout ça, ça s'arrête. D'autant plus que, comme l'a dit Alex, étant donné que les mandats seraient uniques, toute personne tirée au sort pour faire partie de l'Assemblée, à la fin de son mandat, retournerait au simple rang de citoyen. Donc elle n'a aucun intérêt à passer des lois qui viendraient défavoriser le simple citoyen. Bien sûr. Alors, il faut bien comprendre qu'on aurait en plus de vrais contre-pouvoirs. C'est-à-dire que si un ou plusieurs membres d'une assemblée venaient à être corrompus, donc à plus servir l'intérêt général, n'importe qui de suspicieux pourrait traîner un de ses membres devant les tribunaux populaires qui déclencherait aussitôt une enquête. Contrairement à aujourd'hui, où l'immunité de nos parlementaires les rend intouchables malgré les preuves. C'est quand même pas mal. Alors, en plus de ça, il y aurait la reddition des comptes, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque mandat, la reddition des comptes étudierait l'ensemble des décisions donc, prises par ces personnes-là pour vérifier que toutes leurs décisions aient bien été prises dans l'intérêt général. Si ce n'était pas le cas, il y aurait des sanctions, ça pourrait aller jusqu'à la prison, bien sûr. Alors la plupart des gens restent dubitatifs à l'idée qu'une assemblée composée de mécaniciens, barman, mères au foyer ou chômeurs puisse avoir les compétences nécessaires pour administrer le pays. Mais c'est parce que la plupart des gens ignorent comment sont faites les lois de nos jours. À titre d'exemple, quelle est la compétence de quelqu'un comme Jérôme Cahuzac, qui était chirurgien esthétique, pour voter des lois traitant de l'agriculture, de la haute finance, de certains secteurs industriels français, ou autres? Il n'a aucune compétence, pour la bonne et simple raison, pour maîtriser certains de ces sujets, il faut un bac plus 5 ou un bac plus 8. Alors comment ça se passe? Ils font appel à des experts, ils font ce qu'on appelle des commissions parlementaires, où des experts viennent expliquer à nos parlementaires quelles sont les différentes solutions possibles, quelles conséquences telle ou telle décision aurait. Sauf qu'on voit bien de nos jours que lorsque les députés ensuite tranchent, ils tranchent pas franchement en faveur du peuple. Avec l'Assemblée du peuple, on auditionnerait des experts de la même manière, sauf que la prise de décision serait faite en faveur du peuple. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut bien comprendre que le mécanisme de fabrication des lois serait le même qu'aujourd'hui, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Voilà, alors, dans une vraie démocratie, le peuple est au centre de tout ça. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est-à-dire que c'est toujours à nous qu'on rend des comptes, et c'est toujours nous qui avons le dernier mot. Par exemple, dans une vraie démocratie, il y aurait un usage fréquent du référendum. Pour toute loi ou décision importante, donc on devrait consulter le peuple, et pour passer ces lois ou décisions importantes, on devrait avoir une approbation du peuple, enfin avec une large approbation en fait, du peuple. Donc par exemple, si la France devait déclarer la guerre à n'importe qui, on devrait consulter forcément le peuple et avoir donc sa large approbation.
À ce titre, on aura aussi les référendums d'initiative populaire, qui permettent au peuple de demander un référendum sur n'importe quel sujet et à n'importe quel moment. Pour ça, il suffit qu'un nombre suffisant de citoyens en fasse la demande. Il en existe 4 types. Vous avez donc le législatif, qui lui permet de proposer une loi et de la soumettre au vote. Le révocatoire, qui permet de virer un membre d'une institution. L'abrogatoire, qui permet d'annuler une loi qui nous dérangerait. Et le certainement plus important, le référendum d'initiative populaire constituant. Celui-ci permet au peuple de réécrire, de modifier sa constitution. Alors dis-nous s'il te plaît ce qu'est la constitution. Oui, la constitution c'est très important parce que c'est le texte suprême, c'est lui qui définit les pouvoirs attribués au président, au ministre, au parlement, à la justice ou aux différentes administrations. Donc si nous on veut mettre en place une démocratie telle qu'on vient de la décrire, il va falloir réécrire une constitution qui donnera le pouvoir à l'Assemblée populaire et qui mettra en place aussi les contre-pouvoirs que nous avons cités précédemment. Et il est donc crucial que cette constitution ne puisse être modifiée que par le peuple, parce que sinon on peut très bien imaginer qu'à un moment une assemblée commence à se voter des privilèges et ça serait fini de la démocratie. Il est aussi crucial que le jour où le peuple français décide de mettre en prison les corrompus qui sont à la tête de l'État, il ne laisse pas la Constitution être réécrite par des professionnels de la politique. Sinon, il se passera la même chose qui s'est passé à chaque révolution, notamment dernièrement lors des révolutions arabes, où on a bien vu qu'une fois que l'opposition politique est au pouvoir, elle réécrit elle-même la Constitution, se triple son salaire, s'accorde des privilèges et verrouille bien le système politique pour qu'on ne puisse plus leur retirer leurs privilèges. Donc, il faudra, le jour où on décide à se révolter, tirer une assemblée au sort, qui sera chargé de réécrire la Constitution, qui devra ensuite être approuvée par le peuple à au moins 90%, histoire que tout le monde soit bien d'accord sur les règles du jeu politique. À ce titre, il faut que je parle quand même des ateliers constituants, c'est un concept d'Étienne Chouard, qui consiste à faire en sorte que chacun, on se réunisse toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, histoire de vulgariser un peu les principes de la Constitution, d'en parler entre nous, de parler de ce qu'est le pouvoir exécutif, législatif, les libertés individuelles, la séparation des pouvoirs, etc., pour qu'on ait quand même un minimum d'outils intellectuels pour pouvoir choisir notre constitution le jour où il faudra justement qu'on la choisisse. Voilà. Alors il faut bien comprendre qu'on n'a jamais été en démocratie. Une démocratie, c'est en bref le système qu'on vient de vous décrire. En fait, à la suite de la Révolution française, les mots ont été inversés. On s'est mis à appeler démocratie le système oligarchique dans lequel nous vivons. Et ça nous pose un gros problème, puisque déjà, ça nous oblige à mettre toutes nos critiques du système actuel sur le dos de la démocratie. Et du coup, ça nous empêche, ça nous prive de la possibilité d'en souhaiter une, d'en demander une. Ça nous pose un beau problème quand même. Alors la démocratie actuellement, elle n'existe dans aucun pays. On a des monarchies ou des oligarchies, mais pas de démocratie. Pourtant, c'est un système qui a bien existé. Ça existait à Athènes pendant 200 ans. Et pendant 200 ans, c'est le peuple qui a le pouvoir. Simplement, à l'époque, comme beaucoup, ils étaient très souvent en guerre et ils se sont fait envahir par les Perses. Du coup, ça a été la chute, la fin de la démocratie. Voilà. Alors aujourd'hui, on redécouvre tout ça, notamment grâce aux travaux d'Étienne Chouard, qui est un pilier en la matière. Pour tous ceux qui s'intéressent, vous avez son blog qui s'appelle le blog du plan C, c'est donc sur Internet, et vous avez aussi tout un tas de sites Internet. Vous avez par exemple lavraidémocratie.fr, lemessage.fr, démocratieréelle.eu, le mouvement gentivirus.org, Ma Voix et j'en passe, qui sont une mine d'informations et qui ont pas mal d'outils très intéressants pour promulguer tout ça. Voilà. Maintenant, je vais juste dire 2 mots sur notre démarche, parce qu'on s'est vite rendu compte au fil des manifestations et autres contestations, que le seul moyen à peu près tangible qu'on pouvait avoir pour renverser les choses, c'était au final de créer des groupes de travail au niveau local, mais que chacun fasse ça dans son coin, quoi. Donc nous, on a commencé, on a créé un petit groupe, on a un tableau de conférence, on s'entraîne chacun à défendre la démocratie, à l'argumenter, histoire de grossir les rangs et d'avoir au bout d'un moment un certain poids au niveau local. Et en parallèle de ça, on se déplace à droite, à gauche en France pour rencontrer les différents mouvements contestataires, histoire de quand même créer un espèce de tissu national pour un jour espérer avoir suffisamment de poids pour défendre ses idées. Alors, pour vous parler de tout ça, on s'est appuyé sur différents livres. Pour ma part, notamment celui-ci, donc Principe du gouvernement représentatif, qui traite dans toute sa première partie du système démocratique athénien, de l'importance du tirage au sort, de la différence avec l'élection et comment, entre-temps, l'élection a réussi à prendre le dessus, malheureusement, sur le tirage au sort. Voilà. Moi, entre autres, je voulais vous parler d'un livre, il n'y a pas besoin de s'intéresser à la démocratie pour le lire, c'est d'Alain, le philosophe Alain, c'est très connu, ses propos sur les pouvoirs. Ça développe de façon très intéressante la façon dont, par définition, tout mouvement politique finira par être corrompu
et dont il finira par être administré que par des gens incompétents. C'est vraiment très intéressant. On s'est aussi appuyé sur celui-ci, donc enquête sur la loi du 3 janvier 1973, où on comprend comment les grandes banques, les grands banquiers de ce monde ont pris le pouvoir sur les nations et sur l'intérêt général, et ont endetté les pays, les nations. Voilà. Dans la même veine, un bouquin de vulgarisation, La dette, une affaire rentable, je vous le montre surtout parce qu'il est préfacé par Étienne Chouard, donc ça vous permettra de découvrir le personnage. Et là c'est pareil, ça vous explique comment on a fait exploser la dette publique au profit des capitaux privés et autres banques d'investissement privées. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui ça ne sert à rien de s'en prendre à toutes les conséquences de notre impuissance politique. Enfin, c'est-à-dire que ça aura un impact mineur. Par exemple, s'attaquer au pouvoir bancaire, à l'écologie, donc Monsanto, au nucléaire, à la pauvreté, etc. Tout ça est dû à notre impuissance politique, au fait que nous ne pouvons rien faire et que ce sont nos politiciens qui ont laissé le libre accès, qui ont ouvert la porte à toutes ces puissances d'argent qui ont fait passer des lois en leur faveur. Voilà. Voilà, sur ce, bon, bah, vous savez où nous trouver si ça vous a parlé, donc voilà, pas de plus à ajouter. On espère que ça vous aura intéressé. Voilà. À bientôt.